70%, call you back. Roger. En 1974, la révolution des œillets et la fin de la dictature militaire au Portugal précipitent la décolonisation des colonies portugaises. Parmi elles, le Timor oriental, la colonie la moins connue, la plus lointaine et la moins développée de tout l'empire lusophone. Sur ce bout d'île démarre en août 1975 une guerre civile entre factions indépendantistes rivales. André Pasquier est alors délégué régional pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Il est basé en Malaisie lorsque le siège du CICR à Genève le contacte pour qu'il aille s'enquérir de la situation sur l'île. Les instructions que je reçois du siège sont assez laconiques. Elles correspondent un peu à la pratique de l'époque. Urgent situation deteriorating Timor, therefore please join ASAP Darwin and contact Australian Red Cross. Please study with them best solution ICRC assistance in Timor. Please ask Austrad if they are ready to receive and distribute supplies in Timor. Personne ne sait très bien ce qui se passe. Please contact us ASAP on your arrival in Darwin. And that's all. La situation au Timor est encore confuse et sérieuse. Le gouverneur portugais ainsi que des troupes ont quitté aujourd'hui l'île principale pour établir un nouveau siège du gouvernement sur l'île d'Atauro. Une place est disponible pour moi et un médecin de la Croix-Rouge australienne sur un vol affrété par le gouvernement australien qui part demain de Darwin pour Atauro. J'espère obtenir du gouverneur plus d'informations sur le Timor. Alors, le gouverneur m'explique qu'en fait, 3 principaux partis se trouvaient en présence à Timor. Il y avait d'une part un parti qui s'appelait l'Union démocratique de Timor, qui était pour l'indépendance de l'île en maintenant des relations privilégiées avec le Portugal. Le deuxième grand parti était un parti qui s'appelait le Fretilin. En fait, le Fretilin avait été un peu inspiré par le Frelimo qui s'était constitué au Mozambique, qui était le Front de libération du Mozambique, parce que des soldats de Timor avaient été à un certain moment envoyés pour rejoindre les troupes portugaises qui tentaient de réprimer les mouvements indépendantistes au Mozambique. Bien sûr qu'une fois revenus à Timor, ils avaient rapporté avec eux un peu les aspirations du Frelimo et souhaitaient établir l'indépendance. La différence avec l'UDT, c'est que le Fretilin, qui était plutôt d'orientation, je dirais, de gauche, sans être des marxistes à proprement parler, mais enfin des gens qui se sentaient le cœur très à gauche. Eux voulaient l'indépendance immédiate et totale de Timor, sans plus de relations privilégiées avec le Portugal. Il y avait un troisième parti qui était un parti un peu plus minoritaire, qui s'appelait l'Apodeti. L'Apodeti était un parti qui était pour le rattachement de Timor portugais à l'Indonésie, estimant que la géographie commandait ce rattachement de la partie portugaise à l'ensemble indonésien qui s'était établi sur toutes les autres îles environnantes. Cette rencontre avec le gouverneur se produit en fait une dizaine de jours après le déclenchement de la guerre civile. Le soir du 10 août 1975, craignant l'aile radicale du Fretilin et sa mainmise sur le mouvement indépendantiste, l'UDT lance un coup d'État. Rapidement, le Fretilin contre-attaque. Les combats se poursuivent encore à Dili, la principale ville du Timor oriental, lorsqu'André Pasquier s'y rend de nuit sur un petit bateau accompagné du médecin de la Croix-Rouge australienne. Vers 4 heures du matin, nous avions accosté à Timor, il faisait encore nuit, toute la ville était éclairée par des incendies qui avaient été allumés sur toutes les collines qui étaient situées immédiatement derrière la ville. Ça tirait encore un peu dans tous les coins, on ne savait pas très bien qui était qui et où nous étions. Et on était resté pendant la nuit simplement à couvert derrière un mur en attendant que le jour se lève pour voir un peu plus clair. Le matin, on avait pu voir un soldat, établir un contact, et de là, on avait pu gagner la caserne où on avait commencé à rencontrer des responsables du Fretilin, à engager une discussion, à voir si le CICR pouvait lancer une action et à commencer à évaluer un petit peu les problèmes qui se posaient et les besoins de la population. Alors les combats qui avaient eu lieu à Dili n'avaient pas fait d'énormes dégâts. Par contre, une grande partie de la population avait été se réfugier dans les montagnes, avait fui la ville, apeurée par les combats qui s'y déroulaient. Par contre, ce qui était très important pour nous, et j'avais cette information du gouverneur rencontré à Atauro, c'est que lorsqu'il s'était replié avec ses troupes, tous les médecins présents à Timor, qui étaient des médecins
la plupart militaires, avaient évacué l'île avec le gouverneur. Donc il ne restait plus d'un seul médecin dans le Timor portugais. Donc nous nous sommes rendus avec le médecin de la Croix-Rouge australienne qui m'accompagnait jusqu'à l'hôpital de Delhi, qui était situé un peu en dehors de la ville, sur le premier contrefort de ces montagnes. Et là, on avait pu constater qu'il y avait des dizaines et des dizaines de blessés, des civils, quelques militaires. Il y avait des infirmières qui tentaient de faire de leur mieux, de panser des plaies, mais personne ne pouvait opérer aucun des patients au cas où ça aurait été nécessaire. André Pasquier communique immédiatement à la Croix-Rouge australienne son évaluation des besoins médicaux. Quelques jours plus tard, profitant de l'arrêt des combats dans la ville, un avion se pose sur le minuscule aéroport de Dili avec du personnel médical et une première livraison de médicaments. Les 15 premiers jours, à peu près, les équipes chirurgicales qui ont travaillé dans l'hôpital de Delhi avaient opéré à peu près 200 patients. Donc il y avait un certain travail à faire. Après quelques semaines d'activité à Timor, la Croix-Rouge avait repris bien sûr le service de chirurgie, mais avait également remis un gynécologue, un pédiatre, des médecins généralistes pour fonctionner également en ville où était établi un dispensaire, parce que la population n'avait simplement pas de soins. Assez rapidement, des collègues m'ont rejoint pour venir renforcer le dispositif, parce que nous pouvions également développer des visites aux prisonniers aux mains du Fretilin. Je dirais qu'au niveau des dirigeants du Fretilin, il n'y avait aucune volonté ou politique de maltraitement à l'égard des gens qui avaient été capturés, qui étaient détenus, considérés comme étant des sympathisants de l'UDT. Par contre, au niveau de la troupe, et souvent beaucoup de gens sans aucune formation s'étaient incorporés dans les milices du Fretilin, on pouvait constater dans les lieux de détention qu'il y avait des mauvais traitements très sérieux. Ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on observait de telles situations dans les camps, les responsables du camp nous autorisaient immédiatement à transférer ces patients sur notre hôpital. Donc en fait, et progressivement, nous avons pu, au travers de quelques semaines, obtenir véritablement que les mauvais traitements diminuent puis cessent presque totalement dans les centres de détention. Le CICR parvient également à négocier avec le Fretilin la libération et le rapatriement de soldats portugais capturés. Une autre action essentielle sera mise en place, le rétablissement du service postal timorais. En temps de guerre, une famille restée sans nouvelles d'un proche peut craindre le pire. Le CICR, en intégrant les employés du service postal timorais à la délégation, permet aux habitants de l'île de communiquer à nouveau avec l'extérieur et rassurer leurs familles à l'étranger. Par ailleurs, afin de garantir la neutralité et l'impartialité de l'opération, André Pasquier et son équipe mettent tout en œuvre pour développer des activités auprès de l'autre partie au conflit, l'UDT. Leurs responsables acceptent également l'aide proposée par le CICR. Sur l'autre versant de l'île, qui était la partie ouest et qui regardait la partie ouest de l'île qui était indonésienne, l'UDT qui combattait sur ce front progressivement reculait. Nous arrivions à l'atteindre par la mer en prenant un petit bateau pour arriver dans leur zone. On avait pu établir un accord pour travailler. Malheureusement, les accords qu'on avait passés avec eux ne duraient à peine le temps que l'encre sèche sur le papier, parce qu'après, l'offensive du Fretilin se poursuivant, l'UDT reculait, et en quelques semaines, eh bien, ils se sont vus refouler jusque sur la frontière indonésienne. Une partie de leurs combattants et surtout de leurs sympathisants passant la frontière et se réfugiant en Indonésie. Donc tout à coup, on s'est trouvé dans une zone qui était sous le contrôle total des forces du Fretilin. Ce qui ne signifiait pas que les besoins humanitaires aient disparu. Le CICR continue donc ses activités, mais la guerre va bientôt basculer à nouveau. Nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, et le camp occidental craint l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. L'Indonésie, alliée des États-Unis et farouchement anticommuniste, voit d'un très mauvais œil la conquête du Timor oriental par le Fretilin. Il est évident, il semble pour tout le monde assez évident que tôt ou tard, l'Indonésie va intervenir et qu'à ce moment-là, peut-être notre situation pourrait devenir assez compliquée. Si l'on écoute justement la propagande que diffusent les radios à partir du territoire indonésien, accusant le CICR de partialité, dénonçant notre action, nous accusant presque de tous les maux possibles. Donc la question était assez difficile pour nous à Timor, parce qu'on sentait bien que nous n'étions
pas véritablement bienvenue pour la partie indonésienne, que nous avions perdu le contact avec l'UDT, qui était maintenant dans la partie indonésienne, que des opérations militaires s'intensifiaient sur la frontière, sans que l'on sache exactement qui était aux prises avec qui. Officiellement, l'Indonésie continuant à dire qu'elle n'était pas impliquée dans ces opérations. Cette situation militaire confuse à la frontière indonésienne va être marquée par un drame. Le 16 octobre 1975, 5 journalistes sont tués, dont 2 Australiens. La nouvelle secoue l'opinion publique australienne et le gouvernement s'inquiète du sort de ses ressortissants travaillant pour la Croix-Rouge. Pour des raisons de sécurité, il hésite même à autoriser la poursuite de leur mission. Or, la grande majorité du personnel CICR est australien. Sans eux, la mission humanitaire devient impossible. Donc je prends la décision de me porter garant auprès des autorités australiennes de la sécurité de leurs nationaux qui sont avec nous, tout en prenant une mesure de sécurité. La délégation a à sa disposition un petit avion, un Cessna, qui peut transporter une dizaine de personnes, que nous utilisions pour nos déplacements dans l'île, qui sont autrement beaucoup trop longs, qui durent des jours par voie terrestre. Alors nous convenons que les équipes médicales, le personnel expatrié, chaque soir, en terminant son travail, avant que la nuit tombe, prendra cet avion et passera la nuit à Otauro. Parce que je suis amené à faire une analyse, je me dis, si j'étais le commandant en chef de l'armée indonésienne, qu'est-ce que je ferais? En tout cas, je n'attaquerais pas Timor au début de la nuit, mais à l'aube. Alors les Australiens sont satisfaits avec ce dispositif, ils estiment qu'à partir de là, on évite un peu la casse. Parallèlement, le Fretilin prend finalement une décision qui va peut-être précipiter le cours des événements. Si je ne me trompe, c'est le 27 novembre. Le Fretilin décide de proclamer unilatéralement l'indépendance de Timor. Et la réponse indonésienne ne se fait pas attendre. Le 7 décembre, l'Indonésie intervient à Timor, débarque à Dili. Depuis la mer, les navires ouvrent le feu sur la ville, des Marines sont débarqués sur les côtes. Bref, une nouvelle guerre démarre. Et notre équipe est bloquée sur l'île d'Atauro en face. On tente alors de revenir sur Dili, mais naturellement on en est empêché. Et après, toutes les démarches qu'on a pu faire auprès de l'Indonésie pour pouvoir prendre pied à Timor et poursuivre l'opération ont été refusées. Ce n'est qu'en 1979, finalement, que le CICR pourra revenir à Dili et relancer une action après que l'Indonésie ait organisé un premier référendum qui, naturellement, avait été largement en faveur d'une intégration de l'île, de la partie portugaise à l'Indonésie. À ce moment-là, des délégués du CICR ont pu retourner à Dili. Ce qu'ils ont découvert en arrivant les avait assez horrifiés. D'abord, le Fretilin avait continué à mener une guerre de guérilla, certes, qui était allée décrescendo, parce que les conditions pour eux de survie dans l'île étaient très difficiles, mais la répression avait été extrêmement dure dans l'île de Timor. Les observateurs, même prudents, estiment que pendant la période d'occupation indonésienne, quelques 200 000 personnes ont perdu la vie à Timor. Yeah, 10 years old. 10 years old. He's 10 years old, and 15 days ago he was dying. How did you manage to save his life, Dr. Grelletti and Dr. Kuhn. And we met infusion, we met a special food with spoon every hour, every 10 minutes, you know. And even he was almost dead, he said, Emmanuel, he said always, chop, and he was going down again.